Nous allons commencer cette conférence par une question qui est adressée au public. Donc, vous allez pouvoir répondre à cette question via un sondage qui va s'afficher sur votre écran. Et ensuite, nous exploiterons les résultats de cette question. La question est la suivante. Savez-vous faire la différence entre les termes suivants, islamisme, fondamentalisme et salafisme? Donc, on va vous laisser quelques temps pour répondre. Et ensuite, on affichera les résultats du sondage. Alors, on peut maintenant afficher les résultats du sondage et voir ce que ça donne. Donc, pour lancer cette conférence, on peut voir que près de à peu près moitié-moitié des personnes du public savent faire la différence entre les termes islamisme, fondamentalisme et salafisme. Et donc, cela va nous emmener sur notre première question. Monsieur El Karoui et Monsieur Benchek, pouvez-vous revenir sur quelques termes qu'on utilise souvent, sans vraiment en fait savoir ce qu'ils veulent dire, comme les termes d'islamisme, de salafisme, de fondamentalisme. Donc, quelles sont réellement les différences entre ces termes? Mais également le terme de séparatisme qui a été utilisé récemment par Emmanuel Macron dans son discours. Donc, Comment? Bonsoir. Tu veux commencer, Raleb? Non, 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 je t'en prie. Tu as été cité en premier et c'est parfait comme ça. Alors, moi, je vais faire islamisme et je vais te laisser salafisme. Il y a aussi fondamentalisme, il y a aussi Oui. séparatisme. Alors, je vais faire séparatisme. L'islamisme, c'est quoi? D'abord, bonsoir et puis merci à la fois de cette introduction et de cette invitation. Vous nous avez invités en nous mettant sous le sceau du terrorisme, enfin des événements récents terroristes. On va essayer de vous convaincre, je pense qu'il n'y a pas que ça. Il y a aussi des sujets de cohésion nationale plus larges. Et puis, il peut éventuellement y avoir des sujets religieux. Et je parle sous le contrôle de Raleb, qui est en la matière beaucoup plus savant que moi. Donc, moi, je vais essayer de définir deux termes, islamisme et séparatisme. J'ai fait un gros rapport qui s'appelle La fabrique de l'islamisme, en me disant que l'islamisme, c'était quelque chose finalement d'assez simple. C'est une idéologie. Comme le communisme est une idéologie, comme en fait la République, ce qu'on appelle la République, est une idéologie, à savoir c'est une représentation du monde, c'est une organisation politique et c'est une lecture en l'occurrence, des valeurs ou de l'histoire ou de la jurisprudence islamique. Donc c'est un projet en soi. C'est beaucoup plus qu'une religion, qu'une simple interprétation religieuse. C'est une vision de la politique, de l'organisation des relations entre les hommes et de la place de la religion dans l'organisation globale. Par ailleurs, quand on connaît les islamistes, on sait les distinguer très très vite des musulmans. Soit physiquement, soit dans la façon de penser, soit notamment parce que, pardon, ils vont rapidement tout islamiser. Séparatisme, alors séparatisme, c'est une innovation de notre cher président qui ne voulait pas du mot communautarisme, qui ne voulait pas du mot sécessionnisme, qui ne voulait pas du mot islamisme parce que probablement il trouvait que ça sonnait trop islam et les polémiques de ces derniers jours peut-être qui lui ont donné raison. Et puis il pensait salafisme parce que le salafisme, je vais laisser Raleb le préciser et en faire l'histoire, c'est un séparatisme au sens où c'est une façon à la fois de voir la société comme divisée en deux et c'est aussi une volonté de se distinguer d'une société jugée comme impie, corruptrice et dangereuse. Et le séparatisme islamiste est un islamisme parmi d'autres. On y reviendra peut-être. Alors, je ne sais pas si je dois attendre la passation de la transition par Manon ou je dois y répondre directement.
J'essaie d'être un homme discipliné. Vous pouvez répondre à la question. C'est plus 16, pardon. À mon tour de vous dire que je salue ce débat parce qu'après la séquence que nous avons connue, tragique, une énième qui s'ajoute à une série d'attentats abjects, il est temps d'en sortir par le haut, par le débat apaisé et par l'intelligence, par l'acquisition du savoir et une bonne lecture de ces séquences. Il est dans la vie des nations de vivre des épreuves. Celle-là est terrible. Il ne faut pas que le sang versé des innocents soit vain. Donc, ce que vous entreprenez est louable. Et je suis ravi, à côté de Hakim, de m'adresser à vous. Et ce ne sont pas que des mots de circonstance. Sur les présentations, et notamment de la Fondation de l'Islam de France, il y a peut-être des petites choses sur lesquelles j'aurais voulu revenir, mais ce n'est vraiment pas important. Ce qui est important, c'est d'aller à l'essentiel et de gagner un peu de temps. À mon tour de définir deux mots, fondamentalisme et salafisme, et tout en saluant la probité intellectuelle des participants, le simple fait d'avoir quasiment la moitié, un peu plus des participants qui reconnaissent ne pas les connaître, c'est un bon pas, c'est un élément pour aller de l'avant et dire qu'il y a un fatras conceptuel, une sorte de labyrinthe, pour ne pas dire une jungle sémantique, et il est temps de savoir préciser les termes et de savoir de quoi on parle au juste. Très brièvement, fondamentalisme, c'est un terme qui a été plutôt en usage chez les protestants et tout particulièrement dans les églises évangéliques d'une manière générale. Fondamentalisme, c'est revenir au fondement, au latin fundamentum, qui on a entendu fondamentaliste musulman parce qu'il y a eu une sorte d'abus de langage, mais on peut le dire. Les salafistes, là, on va faire un peu d'étymologie, parce que beaucoup d'arabismes ont investi le champ, le vocabulaire français. Certains, nous les comprenons, d'autres, nous ne les comprenons pas ou très peu. Je n'ai pas envie de m'appesantir sur les autres, mais ils sont nombreux. Djihad, fatwa, charia, tout ce que vous voulez. Là, c'est plutôt salafisme. Ça vient de l'arabe salaf. Ça ne veut rien dire d'autre que devancier, prédécesseur, ancien, les premiers, les aînés, tout cela presque en même temps, puisque le terme est très polysémique. Les ancêtres même, en tout cas ceux qui sont les premiers, les devanciers. Chez les, j'utilise le terme à dessein, fondamentalistes musulmans, le fait de revenir au comportement des anciens est une vertu. Il y aurait, j'utilise le conditionnel délibérément, une parole attribuée au prophète de l'islam où il aurait dit que mes compagnons, les compagnons de mes compagnons et les compagnons des compagnons de mes compagnons sur 3 générations, ceux-là se comporteront d'une bonne manière. Et après, les choses vont connaître une forme de déliquescence. Donc, les fondamentalistes musulmans du XXe siècle et au-delà du XXIe veulent revenir au comportement des pieux anciens censé être un comportement vertueux. Et pour finir, parce que sur le salafisme, on peut tenir une conférence ad hoc, on distingue, ceux qui savent mieux que moi, distinguent 2 types de salafisme, le salafisme quiétiste ou piétiste et un salafisme dit violent. Le salafisme piétiste, ce sont, comme l'a si bien dit Hakim, des individus qui pensent qu'ils vivent dans une société dissolue, permissive, dépravée, mécréante, et il vaut mieux s'en affranchir ou vivre à l'écart, ce qui a donné l'idée du séparatisme. Mais ceux-là sont plutôt tranquilles,
l'important pour eux, c'est de ne pas se mélanger avec d'autres dans cette société dépravée. Les autres, ceux qui se comportent d'une manière, en tout cas éruptive, ou ils sont activistes, voire ils sont violents, sont ceux qui disent il est temps peut-être de changer les choses parce que nous ne devons pas subir indéfiniment. Dieu aime les croyants plus robustes et plus forts et qui défendent sa religion que les croyants dominés, assujettis, soumis et qui ne font rien et qui ne font que subir. Merci beaucoup pour vos explications. Maintenant, nous avons une autre question qui concerne un petit peu plus la réforme et la mise en place de l'islam de France. Monsieur Benchek, vous défendez un islam libéral qui soit compatible avec la République française. Et vous, Monsieur El-Karoui, vous avez écrit plusieurs livres qui parlent d'un islam de France. Donc les titres sont « Un islam français est possible »,« L'islam est une religion française », par exemple. Qu'entendez-vous par là? Quel serait le rôle de l'État là-dedans? Quel rôle des musulmans également? Et comment refonder la pensée islamique, qui est un des chantiers auxquels vous vous attaquez, Monsieur Benchek? Alors, cher Diane, je pense que c'est pour Hakim, sauf si vous souhaitez que je réponde. Je pense que vous pouvez tous les deux répondre, mais... Non, en premier, je veux dire, enfin... ça... Alors, ça sera Hakim. Alors, pour moi, l'islam de France, c'est deux choses. C'est d'abord une organisation. On dit souvent que dans l'islam sunnite, il n'y a pas d'organisation, il n'y a pas de hiérarchie, il n'y a pas de clergé. C'est ignorer la façon dont sont organisés les différents islams de tous les pays musulmans sunnites. Il y a un islam du Maroc, il y a un islam d'Algérie, de Tunisie, de Libye, d'Égypte, etc. Il y a une hiérarchie dans tous ces pays, il y a un lien de tutelle du politique sur le religieux, et il y a des financements qui sont des financements propres. L'islam de France, c'est déjà ça, c'est avoir une organisation qui permet d'avoir un financement propre, ce qui est la meilleure façon d'éviter les ingérences étrangères, d'avoir non pas une hiérarchie et un clergé, mais des clercs formés en France avec des outils intellectuels éventuellement aussi élaborés en France, pas qu'en France, mais aussi élaborés en France. Et pour ça, ça veut dire rompre avec un type de financement qui est le financement par les États étrangers, au nombre desquels il y a le Maroc, l'Algérie et la Turquie, qui donnent de l'argent et qui envoient des imams, 151 imams turcs, 30 marocains, 120 algériens, pour environ 1 millier de vraies mosquées en France et 2500 lieux de culte. Donc l'ingérence étrangère, c'est de l'argent et des imams. Et puis, c'est aussi de l'influence politique, notamment au moment des élections du CFCM. Donc l'objectif, c'est de rompre progressivement avec tout ça, d'avoir une organisation française et puis des financements français. Alors moi, j'ai beaucoup travaillé sur la question des financements parce que j'ai été banquier d'affaires, ça vous l'avez pas dit, et conseiller en stratégie. On parle devant des étudiants d'HEC, donc eux, ils savent ce que c'est. Parce que aussi, je me suis dit que en fait, il y avait énormément d'argent qui circulait lié à l'islam aujourd'hui en France. J'ai calculé qu'il y avait probablement entre 250 à 300 millions d'euros de dons annuels, essentiellement pour financer des mosquées et de la construction de mosquées et leur fonctionnement. Mais à aucun moment, cet argent ne va financer des causes centrales. Normalement, c'est le CFCM, le Conseil français du culte musulman, qui devrait être le récipiendaire d'un argent à destination d'objectifs nationaux, mais pour différentes raisons, le CFCM, qui est en conflit d'intérêts, ne l'a pas fait. Et donc, j'ai travaillé et proposé sur un système de redevance assez largement inspiré de ce que fait le consistoire central du judaïsme français, notamment avec le Kasher. Le consistoire gère de A à Z toute la chaîne de valeur du Kasher. Sur le halal, c'est beaucoup plus compliqué à faire parce que, contrairement à ce qui a été fait avec le consistoire, les revenus du halal ont été privatisés, quand bien même le halal est autorisé en dérogation à la loi au nom de la liberté religieuse. 3 autorisations ont été données à des mosquées
Le problème, c'est que ces mosquées n'ont pas considéré qu'il fallait reverser le produit de l'argent généré par le halal au service du bien commun, mais elles l'ont gardé pour elles. Et donc, ce sur quoi on travaille aujourd'hui de façon plus précise, c'est non pas une taxe, mais une redevance sur le pèlerinage. Vous posiez la question du rôle de l'État. L'État, il est à la fois présent partout et nulle part. Partout parce qu'on a besoin de lui pour faire évoluer les choses, et en l'occurrence pour discuter avec les autorités saoudiennes. Nulle part parce qu'on est dans un régime laïque, donc il n'y a pas un euro d'argent public qui va financer le culte. Et dans les futures redevances sur le pèlerinage, voire sur le halal, l'État sera absent. Pour finir là-dessus, l'idée, et le président de la République en a parlé dans son discours récemment, l'idée est qu'une organisation, la MIF ou une autre, servent de régulateur du marché, certifient les agences de voyage qui organisent le pèlerinage et reçoivent en échange une redevance payée par les agences, mais donc indirectement par les fidèles. Et pour que ça marche, il faut que les autorités saoudiennes ne donnent de visa qu'à des agences certifiées. Ça, c'est l'islam de France. Puis il y a une autre partie de l'islam de France, mais je vais laisser Raleb en parler parce qu'il le fera mieux que moi. C'est l'islam, une interprétation inscrite à la fois dans l'histoire de France et puis dans la pensée des Lumières, mais au-delà de ça, dans une interprétation, une approche probablement historique et critique, qui a toute sa place dans l'histoire de la théologie musulmane, mais qui a un petit peu régressé ces dernières années, enfin en gros depuis un siècle, depuis que les islamistes se sont engagés dans une interprétation orthodoxe. Je te passe la parole, Raleb. Bien. Je pensais que c'était encore une fois Sixtine ou Diane qui allait faire la transition, mais j'irai directement. C'est à propos de ces chantiers titanesques de la refondation de la pensée théologique islamique qui peut être menée en France. Je dis souvent que le ciel est beaucoup plus clément au-dessus de notre tête à Paris ou même en Bretagne, là où je suis, ou ailleurs, qu'à Riyad, qu'à Téhéran, qu'à Alger, ou les grandes métropoles du monde dit islamique. En revanche, je suis plutôt mal à l'aise avec certaines épithètes, l'islam libéral, l'islam modéré, et donc mon interview accordée à l'humanité, ce n'est pas moi qui ai pris ces épithètes, c'était plutôt la journaliste qui me les octroie. D'ailleurs, même l'expression islam des Lumières, ce sont des choses à revoir. Je ne suis pas sûr que certains concepts aient besoin d'épithètes, mais je perçois aussi la difficulté qu'il faut qu'il y en ait pour certains. La laïcité, par exemple, doit être un concept autosuffisant. Et j'espère qu'un beau jour, on dira islam et on ira à autre chose, mais tant pis, c'est comme ça. Alors, je vais vous réciter mon credo, si je puis dire, sur la fameuse refondation de la pensée théologique islamique. À un moment donné de l'histoire de la civilisation islamique, il y avait une réflexion. On dit même que les premiers rationalistes dans la sphère monothéiste judéo-islamo-chrétienne étaient les théologiens musulmans d'une certaine école sur laquelle je ne vais pas trop m'appesantir maintenant. Et puis, il y a eu une régression terrible, notamment à cause de l'islamisme qui verse dans une tartufferie, voire une escroquerie morale, qui est de considérer l'État moderne, l'État-nation, comme étant islamique et sa constitution et la révélation coranique. C'est un non-sens total, plus l'offensive dite wahhabou-salafiste, wahhabou du wahhabisme, salafiste ou salafiste de ce que j'ai défini tout à l'heure. Et donc, on se retrouve dans une approche asphyxiante, mortifère, où l'on ne respire pas. Et on a la place consacrée qui est devenue de plus en plus obèse et qui étouffe, avec une obsession névrotique de la norme canonique. Plus, et après je récite mon credo très rapidement, mais je vais y aller vite puisque je ne cesse de le dire depuis un moment, plus la séquence moment Descartes, moment Freud qui a été ratée dans les contextes islamiques.
Et au lieu de la rattraper, de l'étudier, de l'ingérer, de l'assimiler, de la critiquer et de la dépasser, parce qu'il ne faut pas y rester, nous sommes quand même au XXIe siècle, certains viennent nous dire « Ah, avant 622, avant l'hégire, ce fut l'obscurantisme, après 622, nous avons les lumières de la foi sans temps. » Et on est resté justement dans une vision du monde figée où l'on a canonisé les temps premiers. Donc on revient à la notion du salafisme notamment. Alors, pourquoi faut-il refonder la pensée théologique islamique? Que les musulmans puissent se libérer, que leur conscience soit déculpabilisée de ce qu'on leur avait seriné depuis maintenant plus d'1 siècle. Et les chantiers, qui sont en nombre de 4, sont titanesques. Le premier est celui de la liberté, des libertés fondamentales, en tout cas la liberté de conscience, la liberté d'opinion, la liberté d'expression, et nous en avons connu quelques soubresauts récemment. Ne pas criminaliser l'apostasie, pouvoir changer de religion, croire, ne pas croire, pouvoir changer de croyance, libérer le sujet humain de la pression communautaire. Donc ce chantier est à mener véritablement, et plus la désintrication de la politique avec la religion, etc., parce que la laïcité est un acquis de la modernité et c'est une conquête de l'esprit humain. Le deuxième chantier, très rapidement, est celui de l'égalité ontologique, fondamentale, foncière et surtout juridique entre les êtres humains, par-delà le genre, par-delà l'appartenance confessionnelle, par-delà les orientations métaphysiques des uns et des autres. Il s'agit de l'égale dignité de la personne humaine, indépendamment de tout. C'est l'homme, l'être humain, l'homme et la personne et la femme, pris in abstracto de tout autre déterminisme. Et le troisième chantier est celui de la désacralisation de la violence. Nous avons hélas encore certains imams qui de bonne foi pensent qu'il y a des phalanges angéliques telles des puissances célestes qui viennent aider les armées terrestres, parce que nous sommes du côté de Dieu, parce que nous serions en train de défendre la cause de Dieu. Et cette approche archaïque, dépassée et elle-même passéiste, nous devons lui en mettre une fin, parce que ça continue dans certaines mosquées, y compris en France et ailleurs, et du haut de la chaire de ces mosquées, du minbar, nous avons des imams qui continuent à rappeler ce qui s'est passé lors de la bataille de Badr en 624, par exemple. Quatrième chantier est celui de l'autonomisation du champ du savoir et de la connaissance par rapport à celui de la révélation et de la croyance. On ne peut pas rester dans une logique concordiste, ce qu'on appelle la pathologie du concordisme. Si ça concorde avec le Coran, on l'accepte. Si ça ne concorde pas avec les versets coraniques, on le met de côté. Et ça, c'est tout aussi mortifère. Il y aurait autre chose à ajouter, je le résume simplement, dans l'inclination pour les valeurs esthétiques, pour la beauté, les belles lettres, les beaux-arts, les humanités, la musique, la poésie comme une création, comme son sens grec le signifie, c'est laisser place au génie de l'homme, de l'être humain, et ne pas être corseté comme ça par la pensée magique, par le merveilleux, l'extraordinaire, le fabuleux, l'irrationnel, le mystérieux, et tout cela combiné dans l'histoire, et il n'y a pas de pire pour fragiliser les esprits. J'ai fini. Merci beaucoup pour vos éclairages. Vous avez évoqué beaucoup de choses, notamment la question de la laïcité, sur laquelle on va revenir tout à l'heure. Mais avant, j'aimerais évoquer les différents acteurs qui vont pouvoir mettre en place cette réforme de l'islam. Monsieur El Karoui, vous avez évoqué l'AMIF. Et vous, Monsieur Benchek, vous êtes président de la Fondation de l'Islam de France. Et donc, on va commencer par poser une question au public, de la même manière que tout à l'heure. Et on va demander au public si ils ont déjà entendu parler de la Fondation de l'Islam de France, du CFCM ou encore de l'AMIF. Et on va voir à peu près ce que ça donne.
on va arrêter les votes et regarder les résultats du sondage. Du coup, on peut voir qu'une très large majorité une large majorité de l'audience n'a jamais entendu parler de ces organisations, ce qui m'amène à ma question. Est-ce que vous pouvez nous parler des instances de régulation et de représentation de l'islam en France, comme la Fondation de l'Islam de France que vous présidez, M. Benchek, ou encore l'AMIF que vous avez créé, M. El Karoui. Quels sont les rôles de ces instances et est-ce qu'elles suscitent l'adhésion et la confiance des musulmans français? Donc, M. El Karoui, vous pouvez commencer, Ouais. si vous le souhaitez. Alors, l'AMIF, c'est une organisation toute jeune hein, qui a 1 an et demi, qui est à ce stade encore plutôt un concept qu'une organisation qui existe, au sens où elle a pour objectif de réguler, comme je vous l'expliquais tout à l'heure, un certain nombre d'activités économiques liées à l'islam, pour ensuite réinvestir l'argent collecté dans le financement d'un certain nombre de causes d'intérêt général, la formation des imams, la recherche théologique, la lutte aussi contre la xénophobie anti-musulmane pour ne pas la laisser aux CCIF et aux identitaires. Mais donc à ce stade, l'AMIF, ce n'est pas du tout un mouvement de masse. L'idée, c'est d'avoir quelques personnalités qualifiées recrutées pour 2 compétences. La première, c'est de connaître et de comprendre un certain nombre d'activités économiques. Et la deuxième, c'est de n'avoir aucun intérêt dans les dites activités économiques. Parce qu'un régulateur, pour être efficace, il faut qu'il soit géré par des gens qui, à la fois, connaissent le secteur dans lequel ils travaillent, mais surtout ne soient pas partie prenante de ce secteur. Donc, à ce stade, ce n'est pas plus que ça. L'AMIF n'a pas vocation à être très connue, elle a vocation à être efficace et je pense qu'elle gagnera sa légitimité par son efficacité. Jusqu'à présent, on a essayé de créer des organisations représentatives de l'islam de France, enfin, notamment le CFCM, ou même avant, en se posant des grandes questions sur comment on fait pour institutionnaliser une religion qui, traditionnellement, n'a pas beaucoup d'institutions et qui est par ailleurs en France divisée suite à des courants, il y a des influences étrangères très fortes. Mon idée, c'était qu'il faut contourner cette question de la légitimité par celle de l'efficacité. Et notamment parce que le CFCM a été totalement inefficace depuis qu'il existe et que je crois que la MIF peut être efficace. Une fois qu'elle aura été efficace dans la régulation du pèlerinage, elle pourra faire ce qui est essentiel, des appels aux dons pour financer des grands projets d'intérêt national. Donc voilà ce qu'est la MIF. On a progressé quand le président de la République en a parlé et a dit qu'elle avait vocation à réguler les activités liées au pèlerinage. Voilà. Monsieur Benchek, vous souhaitez répondre également Bien. Bon, c'est l'occasion de revenir lors de votre présentation, pas la vôtre, chère Diane, mais c'était plutôt Manon, mais elle est tout à fait excusable, bien entendu. La Fondation de l'Islam de France n'a pas été fondée en 2005 par Dominique de Villepin. En revanche, effectivement, Dominique de Villepin a pris l'initiative d'aider à la mise sur pied d'une fondation appelée à l'époque la Fondation des œuvres de l'Islam de France, dont l'acronyme était la FOIF. Nous avions la FOIF, maintenant nous avons la FIF. Et parce que ça n'a pas fonctionné, Hakim le sait, nous le savons, je ne vais pas m'y appesantir non plus, Bernard Cazeneuve, et notamment au lendemain des attentats de 2015, la fameuse Annus Horribilis, a pris sur lui de revoir la question de la Fondation des œuvres de l'Islam de France pour donner naissance à la Fondation de l'Islam de France. Très brièvement, là aussi, sa vocation d'abord est d'être une fondation laïque, reconnue d'utilité publique, œuvrant pour l'intérêt général et le bien commun. C'est son quadriptyque, parce qu'elle a 4 champs principaux d'action, son quadriptyque est le suivant. En réalité, je garde 3 volets. Le 4e, c'est attendre la période des vaches grasses. Pour l'instant, la période est celle des vaches maigres, en dépit de l'annonce du président de la République. Les 4 volets sont les suivants.
un volet éducatif, un deuxième culturel, un troisième social et un quatrième philanthropique et humanitaire. Pour les trois premiers volets, dans le domaine de l'éducation, parce que pour faire extirper, expurger de la psyché, des esprits, de la jeunesse musulmane, les idées wahhabo-salafistes, fondamentalistes, radicales et djihadistes, il n'y a pas, outre la réponse sécuritaire et le contre-discours, il n'y a pas que l'instruction, l'acquisition du savoir, la connaissance, l'éducation. Et donc, nous investissons énormément dans le domaine de l'éducation. Et ça va décrescendo du soutien à l'islamologie savante. Il n'y a aucune raison pour que dans notre pays, on ramène la question islamique à un débat sur le certificat de virginité ou le fait de ne pas serrer la main d'autrui, garçon pour les filles et vice-versa. C'est laisser place à la civilisation impériale qui a été sous-tendue par la tradition religieuse islamique et comment faire pour que l'humanisme d'expression arabe en contexte islamique qui a été totalement effacé des mémoires, oblitéré, insoupçonné même, puisse se marier avec l'héritage des Lumières. Et c'est possible. Plus la formation des acteurs de l'islam dans notre pays, les cadres religieux, les ministres du culte, imams, aumôniers, prédicateurs, psalmodieurs, responsables d'associations cultuelles, etc. Nous les aidons via des bourses à acquérir une formation laïque, républicaine, civique, profane, si vous voulez, mais en tout cas qui complètent leur formation cultuelle. Il faut qu'ils maîtrisent le droit des cultes, le fonctionnement des institutions, l'intérêt du principe de laïcité et même son histoire, et surtout s'approprier l'héritage culturel et historique français. Aller jusqu'à apprendre par cœur, s'il le faut, la geste de Roland qui ne fut pas tendre vis-à-vis du prophète de l'islam, par exemple. Et ce n'est pas qu'un mot, je le dis non sans un brin de provocation, il faut qu'ils s'approprient leur propre culture et leur propre histoire française. Ils n'ont pas d'autre patrie que la France. Et pour la partie sociale, il y a énormément de choses, je le dis comme ça par souci de concision. La partie culturelle des expositions, montée des opéras, Qaïs wa Leïla, le fou d'Elsa, si vous voulez, d'Aragon, et surtout remonter, reconfigurer l'enlèvement au sérail composé par Mozart, qui présente le Pacha Sélim comme un homme longanime et magnanime, qui consent à restituer l'amoureuse à son fiancé. Ainsi, l'image du musulman est celle de l'homme magnanime. Et puis, d'autres actions, notamment notre campus des Lumières d'Islam, notre université digitale, montre ce qu'est la richesse de la civilisation islamique et sa forte prégnance sur l'Europe et notamment en France. Et je finis avec notre université populaire itinérante dont la dynamique réelle a été stoppée, hélas, à cause de la crise sanitaire due au coronavirus, mais qui allait de ville en ville, de cité en cité, de quartier en quartier pour amener le débat, pour confronter les idées avec des arguments rationnels, apaisés. Et c'est comme ça qu'on apprivoise les peurs, et c'est comme ça qu'on exorcise les hantises, et c'est comme ça qu'on fait nation commune. C'est lorsque on laisse place à la circulation de la parole, et je crois personnellement à la thérapie par et de la parole. C'est ce que fait notre université populaire itinérante. Et vous aurez à voir par vous-même, en allant sur le site à la fois de la Fondation, mais aussi et surtout celui du campus numérique, ce que fait la Fondation de l'Islam de France. Merci beaucoup pour vos réponses. Maintenant, nous allons vous parler de ce qui est un peu moins réjouissant, à savoir l'islamisme, et en particulier, quels sont selon vous les lieux de radicalisation? Est-ce que ce sont les mosquées? Est-ce que c'est sur Internet?
Selon vous, Monsieur El Karoui, sur Internet, les islamistes sont en quasi-monopole sur les questions relatives à la foi musulmane. Quelle solution pourrait-on apporter? Une solution est-elle l'école? Vous venez de nous en parler longuement, Monsieur Benchik. Par exemple, généraliser l'enseignement de l'arabe à l'école, ce qui n'est pas du tout ce que vous venez de dire, au contraire, mais une idée que vous défendez souvent, Monsieur El Karoui. Donc, peut-être que Monsieur El Karoui, vous pouvez rebondir là-dessus, justement. La force de l'islamisme, c'est qu'il a des militants. Des gens qui sont, comme toutes les idéologies, en fait, notamment les idéologies minoritaires, il a des militants acquis à sa cause, avec au début des organisations hiérarchiques, c'était le cas des frères musulmans, traditionnellement, et puis quand ils sont arrivés en France, à la fin des années 80, ils ont essayé de mettre en place des organisations. Aujourd'hui, il n'y a plus d'organisation hiérarchique. Mais il y a quelque chose qui est bien plus efficace, c'est une organisation en rhizome, à plat, avec des gens qui émergent parce qu'ils sont visibles sur les réseaux sociaux. Souvent, ces prédicateurs ont une culture religieuse qui est très faible, mais ils ont une très grande force, c'est qu'ils connaissent leur public. Et ils parlent à leur public le langage que leur public connaît. Et ce qu'ils font, c'est qu'ils mettent des références islamiques pour répondre aux questions très pratiques, orthopractiques, que les uns et les autres se posent. Et donc aujourd'hui, on a des prédicateurs qui ont fait d'Internet et des réseaux sociaux, de Facebook, YouTube, le lieu principal de leur endoctrinement, qui ne sont pas forcément des gens dangereux au sens où ils appellent à la violence, ça c'est fini en gros depuis 2015, mais qui sont des gens qui islamisent totalement la modernité et la vie quotidienne. Si vous allez sur la page de Rachid El-Jay ou de M. Boussedna ou de Nader Abou Anas, ils vont vous expliquer comment être un bon père, un bon père musulman, un bon mari musulman, un bon enseignant musulman, un bon sportif musulman, un bon frère musulman, une bonne fille musulmane, un bon, je sais pas moi, un bon cycliste musulman. Tout devient islamisé. Et ils vont répondre à ces questions qui concernent la journée, de l'aube au coucher du soleil, et qui concernent toute la vie, c'est-à-dire de la naissance à la mort. Et avec ça, vous êtes pris en charge de A à Z, et ce qui est difficile, c'est-à-dire de vivre libre, disparaît dans cette prise en charge, qui n'est pas une prise en charge spirituelle, qui est une prise en charge fondée sur le respect de certaines règles qui visent à imiter plus ou moins la vie du prophète. Au passage, ils divinisent le prophète, ce qui est une aberration en islam. Le prophète est un intercesseur, est un intermédiaire, n'est pas Dieu. Le prophète n'est pas le Christ. Les salafistes, eux, ils ont réussi à diviniser le prophète, c'est-à-dire à commettre une hérésie, une idolâtrie, au sens des textes sur lesquels je laisserai Raleb, qui les connaît beaucoup mieux que moi, se positionner. Donc, le premier terrain, contrairement à ce que croient les médias, les préfets, le gouvernement, ce ne sont pas les mosquées. Les mosquées, elles sont contrôlées, elles sont éventuellement dirigées par des gens, pas forcément pour certains très honnêtes. On a des imams qui sont souvent pas très efficaces, notamment ceux qui viennent de l'étranger. Et puis, il y a quelques dizaines, peut-être une centaine de mosquées que l'on dit salafistes. Mais quand la mosquée devient salafiste, c'est que tout l'environnement est déjà salafiste. Et si tout l'environnement est devenu salafiste, c'est qu'il y a eu une propagande très forte des réseaux sociaux. Et puis, il y a des réseaux physiques, il y a des amis, des gens qui sont proches, qui vivent dans le même quartier, qui vont faire œuvre de prosélytisme. Et la mosquée, elle sera prise, entre guillemets, qu'après. Donc, si on veut être présent sur le plan du discours religieux, il faut l'être là où ce discours se diffuse. Et malheureusement, ce serait facile si c'était dans les mosquées. C'est plus compliqué parce qu'il faut être sur les réseaux sociaux. Et là, il n'y a qu'une chose à faire, c'est produire. Lumière d'Islam, le campus lancé par la Fondation de l'Islam de France, est une réponse, mais c'est une réponse qui demande 100 fois, 1000 fois plus de moyens. Parce qu'il faut produire et sur Internet, le premier gagne tout, comme vous le savez, et il faut arriver à avoir 700, 800, 1 million de followers si on veut être entendu. Et puis la deuxième chose, c'est qu'il faut des réseaux de terrain, et ces réseaux de terrain, les islamistes les ont construits non pas par la prédication,
mais la plupart du temps par l'action sociale. Comme ils l'ont toujours fait dans les pays arabes notamment, l'action sociale, c'est rendre des services. Et rendre des services, c'est ce que faisait très bien l'Église catholique, c'est ce qu'a fait le Parti communiste pendant longtemps. Les deux ont quasiment disparu, notamment des quartiers populaires, où il y a par ailleurs une très forte concentration d'immigrés et d'enfants d'immigrés. Et aujourd'hui, donc les islamistes, la mosquée est redevenue le centre du village ou de la cité, et c'est là où vous allez trouver un emploi, c'est là où vous allez vous marier, c'est là où vous allez trouver quelqu'un pour garder vos enfants, c'est là où évidemment vous allez faire des cours de religion, de Coran, d'arabe, mais aussi de maths. Et l'État, la collectivité regarde ça et ne sait pas très bien quoi faire. Un mot peut-être pour finir sur les cours d'arabe. Moi, je suis un fervent partisan des cours d'arabe à l'école publique, laïque. D'abord parce que l'arabe est une langue de grande civilisation, que quand on apprend l'arabe, c'est comme si on apprenait en même temps le latin et le grec quand on apprend le français, parce qu'il y a la généalogie de la langue qui est présente dans sa construction, et on a besoin de comprendre sa construction et donc son histoire pour comprendre les mots. La deuxième chose, c'est que d'abord, ça peut être utile, évidemment. Et puis la troisième chose, c'est que c'est une façon de casser le produit d'appel qui est devenu l'enseignement de l'arabe pour les mosquées. Et pour ça, quand on parle de ça, il y a les élus de droite notamment deviennent fous, pour une raison que je n'ai toujours pas compris. Mais c'est très rationnel de se dire on apprend l'arabe laïque à l'école plutôt qu'à la mosquée, je crois. Oui, merci beaucoup. Et Monsieur Benchi, du coup, c'était un petit peu peut-être sur l'enseignement de l'arabe à contre-courant de ce que vous disiez à l'instant sur la vocation de votre campus virtuel. Mais est-ce que vous pourriez aussi nous parler de votre avis sur les lieux de radicalisation également, si c'est ce que vous en pensez? Ben, ce que j'en pense va dans la droite ligne de ce qu'a dit Hakim et à juste raison. Et je tiens à dire devant vous et devant tout l'auditoire que ce qu'il a dit, et notamment à propos de l'enseignement de la langue arabe, est la solution. Parce que, et c'est juste, d'abord c'est une langue de civilisation, c'est une langue de la connaissance, du cérémonial des cours, du droit, et c'est une langue de travail à l'ONU, c'est une langue de diplomatie, et c'est la 4e langue parlée au monde. Et ce n'est pas normal que l'on atrophie, j'utilise délibérément le terme, nos futurs concitoyens, quels qu'ils soient, de la maîtrise de cette langue, ou du moins de la possibilité de pouvoir l'apprendre à l'école. C'est la vocation de l'éducation nationale. Alors, certains membres de la classe politique, et notamment à droite, ne le comprennent pas, et je ne comprends pas, ou nous ne comprenons pas pourquoi ils ne la comprennent pas. Au contraire, ils sont dans une logique de « c'est la langue du communautarisme ». Il n'y a pas plus inepte que de raisonner comme ça. Au contraire, il vaut mieux étudier la langue arabe à l'école publique et à l'école de la République que de la laisser à certains salafistes dans la mosquée où on leur enseigne autre chose que la maîtrise de la langue arabe. Bien. Alors maintenant, les lieux de radicalisation. Au risque d'être redondant et allant dans le sens développé par Hakim, nous pâtissons, quand je dis nous autres êtres humains, et en plus, j'élargis le zoom pour nous autres Français, où je le réduis, même si je suis sur Zoom, et je le ramène cette fois-ci à nous autres concitoyens, de l'islamisme avec le suffixe isme qui étouffe la racine. Les contextes islamiques sont en crise, et le président de la République avait raison de le dire. Peut-être que la maladresse était au niveau de la religion de l'islam est en crise, peut-être pas la spiritualité en tant que telle, mais les sociétés, la pensée théologique, les contextes en tant que tels sont véritablement en crise. Et depuis un siècle, la réponse à cette crise a été confisquée par un slogan creux qui est « l'islam est la solution ». C'est l'islamisme politique. Et
cette réponse-là de l'islamisme politique se veut une réaction à la crise dont je viens de parler, avec des facteurs endogènes propres au monde, à UX même, au monde musulman au pluriel, ou aux sociétés musulmanes, et aussi il y a des raisons extrinsèques ou des facteurs exogènes qui sont venus alimenter les raisons intrinsèques. Pour parler des seconds facteurs exogènes, il suffit simplement de dire que sur un siècle, il y avait Laurence d'Arabie et ses 7 piliers de la sagesse, il y avait Saïx-Picot, il y avait le traité de Balfour, il y avait le traité de Lausanne, de Sèvres, de Berlin, l'attaque de Suez, l'intervention militaire américaine en dehors de toute légalité internationale en Irak, etc., la cause palestinienne, tout cela a envenimé les choses au niveau extérieur, au monde dit musulman, et en interne, toutes les causes de la régression terrible. Et tout cela a créé véritablement une crise. En France, les choses s'enveniment davantage. Et l'approche, elle est complexe. Et généralement, quand on dit complexe, c'est que soit on se défausse sur le mot et on va à autre chose, soit on explique en quoi c'est complexe. La complexité est due à une stratification ou un enchevêtrement de lectures qui doivent nous expliquer l'écheveau de cette complexité. Et la grille de lecture enchevêtrée ou sédimentée ou stratifiée est la suivante. Il y a une approche sociale ou sociologisante, Hakim nous a donné des exemples. Il y a une approche politique et une autre géostratégique dans les rapports internationaux. Il y a une explication psychanalytique, absence de repères, absence de l'autorité du père, des fractures identitaires, etc. Pour certains, il y a même une approche nihiliste, apocalyptique et millénariste. Et puis, il y en a encore deux autres, l'approche théologique et l'approche culturelle. Pour ma part, je privilégie surtout ce que je viens de dire, l'explication sociale ou sociologisante, et puis les réponses théologiques et culturelles. Quand je dis culturelles, il y a aussi les réponses éducatives. Au niveau social, et cela a été dit, effectivement, la République a failli aussi. Les différents gouvernements successifs n'ont pas été à la mesure du désastre social. Le tissu social des musulmans ou leur sociographie n'est pas harmonisée, si tant est que l'harmonie soit une élite, une classe moyenne et un prolétariat. On a un pôle minoritaire qui ne nous intéresse pas, mais qui est composé d'hommes et de femmes appartenant à l'islam et qui, dans une obséquiosité servile, on leur fait des courbettes parce qu'ils sauvent le marché des hurlings à Deauville et le marché des pouliches à Longchamp, et ils sont musulmans, ils se désolidarisent même avec leurs propres corélégionnaires. Et puis de l'autre côté, je ne parle pas de ceux qui, des notabilités ou de ceux qui vivent naturellement leur spiritualité tout en étant des citoyens, s'acquittant de leurs devoirs et jouissant de leurs droits de citoyens. Je parle de ceux qui ont été prolétarisés, ghettoisés, marginalisés, qui sont devenus la proie facile à ces prédicateurs, à ces sermonnaires. Donc, ce sont ceux-là qui prennent en charge leurs frustrations et leurs difficultés sociales. Ils pâtissent, ils croupissent et ils croulent sous des pesanteurs sociales réelles. Et donc, ils vont effectivement voir sur Internet, comme nous disons depuis un moment maintenant, s'abreuver auprès du cher Google 2.0 pour avoir ce qui leur donne une explication à cette situation et qui est votre vie ici-bas est peut-être ratée, mais l'au-delà est annoncé comme meilleur et durable. Et si vous voulez le gagner, vous n'avez qu'à vous insurger
d'abord à vous conformer à des prescriptions que seuls ces prédicateurs sont prêts à leur expliquer. Et quand on est dans cette indigence intellectuelle et en déshérence culturelle, on est prêt à gober des balivernes et on passe de la délinquance à la militance. Sauf qu'il se trouve que cette militance est tout aussi mortifère et qui explique aussi les frustrations. Et comme on a toujours plus radical que soi, on a toujours plus ultra que soi dans toute cause qu'on a, eh bien, on s'agrippe à l'extrême, à l'extrémisme, et ça donne lieu à cette adhésion qu'on appelle maintenant l'islamisme radical. Si j'ajoute encore un mot, je ne veux pas être long, on a des organisations qui aussi absorbent ou canalisent les frustrations et notamment prennent en charge le discours victimaire. Et ça, quand on est dans des situations de fragilité, à la fois sociale et psychologique, eh bien, on adhère. Et au lieu de tenir un discours responsable, parfois on flatte ses instincts dans le discours victimaire et ça fait gagner davantage d'adeptes et de militants. J'ai fini. Merci beaucoup pour votre réponse. Et en fait, on va finir par une dernière question qui traite de la laïcité. Parce qu'en fait, quand on parle d'islamisme, la question de la laïcité arrive très rapidement sur la table. Et du coup, Monsieur Benchek, vous avez beaucoup écrit au sujet de la laïcité. Est-ce que vous pensez qu'il faut définir plus clairement le terme de laïcité? Et en particulier, est-ce que vous êtes d'accord avec la définition qui a été donnée de la laïcité par un rapport de l'Institut Thomas More? Et cette définition dit que la laïcité est le principe de séparation de la société religieuse dans le respect des racines chrétiennes et des coutumes nationales, l'État n'exerçant aucun pouvoir religieux et les églises aucun pouvoir politique. Donc en fait, cette définition souligne les racines chrétiennes. Qu'est-ce que vous en pensez et selon vous, comment il faudrait définir la laïcité en France? Vous m'avez interpellé directement et je ne veux pas être trop long et ce que dit Hakim est très intéressant et il faudrait aussi qu'il en parle. Je vous donne ma réponse directement. Je connais nos amis de l'Institut Thomas More et permettez-moi de vous dire d'emblée et tout de suite, et je le dis comme citoyen français, je suis un citoyen français fier de la roche-mère, je dis bien roche-mère chrétienne qui constitue l'identité de la France, et pas l'identité nationale. Il se trouve que l'identité de la France est fondée ou repose ou est basée sur la roche-mère chrétienne et on ne peut être que de mauvaise foi si on ne le reconnaît pas. Je n'ai qu'à voir tous les calvaires, là où je suis en Bretagne, les abbayes, les églises, les cathédrales, tous les édifices architecturaux avec leurs belles rosaces et avec leurs beaux vitraux. Et toute la toponymie des lieux, en saint quelque chose. Et j'en suis à mon niveau un continuateur et un héritier fier. Et j'ajoute tout de suite, n'en déplaise à nos amis de Thomas More, que cette identité de la France est tout aussi vivante, sédimentée, heureuse. C'est le clin d'œil à Finkielkraut qui parle d'elle en termes de malheur. Donc, c'est une identité qui doit être heureuse. Et elle est sédimentée aussi à travers l'histoire. L'apport juif est important. Rachid de Troyes, c'est déjà le XIe siècle. La famille Ibn Tiboun d'Aix-en-Provence, c'est déjà le XIIe siècle. Moshe Narboni, Nissim de Marseille, constituent la part juive de l'identité française. Et il y a, n'en déplaise toujours à nos amis de Thomas More, l'apport islamique. Au niveau de la toponymie des lieux, Ramatuel n'est que corruption de Rahmatullah, miséricorde de Dieu. La porte Sarrazine, le massif des Morts, Porte Grimaud, Carcassonne, Narbonne, sans parler de Perpignan, etc.
plus aussi la forte prégnance civilisationnelle. Et d'un point de vue démographique, le Second Empire faisait de la France, d'un point de vue démographique, une puissance musulmane. L'ennui, c'est que les sujets musulmans du Second Empire sont restés sujets de la République. C'est aussi une de nos ennuis auxquels nous sommes confrontés maintenant. Je vous donne ma réponse quant à la laïcité et ma définition, parce que malheureusement, comme le concept n'est plus autosuffisant, on lui rajoute des épithètes. Quand on dit laïcité positive, ouverte, tolérante, que sais-je encore, inclusive, ça sous-entend qu'il y a des antonymes qui parlent d'une laïcité négative, fermée, intolérante et exclusive. Pour moi, la laïcité est un principe juridique sans épaisseur idéologique ni densité doctrinale. C'est la garantie du libre exercice du culte. C'est croire, ne pas croire, pouvoir changer de croyance. Je résume à ma manière la phrase d'Aristide Briand en la paraphrasant: c'est la loi qui garantit le libre exercice de la foi aussi longtemps que la foi ne prétend pas dicter la loi et la loi prime la foi. Voilà, c'est le reste, son histoire, ses implications, c'est un principe et ce n'est pas une valeur comme certains le disent. C'est quelque chose qui doit rester ouvert au débat. Nous avons besoin d'explications et davantage l'expliquer au contexte islamique, au contexte AUX, ailleurs, parce qu'ils ne le comprennent pas suffisamment. D'ailleurs, ni même nos voisins anglo-saxons. J'ai fini. Merci beaucoup, Monsieur Benchek. Est-ce que, Monsieur El-Karoui, vous avez quelque chose à ajouter sur cette question de la laïcité? Ah, on ne vous entend pas, vous n'avez pas réactivé votre micro. Donc, voilà. Moi, je pense que bien souvent, on utilise à tort le concept de laïcité. La laïcité, c'est d'abord celle de l'État, c'est-à-dire la séparation de l'État, de l'Église et de l'État, et puis le travail que doit assumer l'État pour permettre la liberté de conscience, la liberté de croire et la liberté de ne pas croire. Et bien souvent, on dit laïcité quand en fait on veut dire islam, islamisme, présence de la religion musulmane dans l'espace public. Ça, ce n'est pas un problème de laïcité. D'ailleurs, le président de la République, dans son discours au Murau, commençait son discours en disant « Je ne vais pas vous parler de laïcité, je vais vous parler d'islam et d'organisation ». Donc, je pense qu'il faut, c'est très important de ne pas se cacher derrière le concept de laïcité quand on veut parler d'autre chose. Après, il y a une question générale dans la société française liée à la place des religions. Il y a un paradoxe, c'est que plus les religions perdent du poids dans l'espace public, plus on en parle. Parce que la grande tendance de la société française, ce n'est pas l'islamisme, c'est la sécularisation, et c'est la sécularisation accélérée de la très grande majorité de la population française. Aujourd'hui, vous avez 3 à 4% des catholiques qui vont à la messe. Au début, on disait chaque semaine, et maintenant, on dit chaque mois. Vous avez à peu près la moitié de la population qui se dit non-croyante. Alors, non-croyante, pardon. On a la moitié de la population à peu près qui se dit catholique. On a 25-30% de la population qui se dit athée. On a 10-15% qui est agnostique avec des références chrétiennes. Et puis, on a 8% de musulmans, 1% de protestants, enfin 2% de protestants et 1% de juifs. Mais la tendance globale, c'est la sécularisation. La sécularisation concerne aussi les musulmans. On considère qu'il y a 15 à 20% des Français de culture musulmane, au sens où leurs parents étaient musulmans, qui aujourd'hui disent qu'ils ne le sont plus. Et il y a 2 fois plus de personnes qui quittent la religion musulmane que de gens qui embrassent la conversion à la religion musulmane, mais il y a surtout des gens qui quittent la religion musulmane.
Bon, tout ça, ça participe du débat sur la place du religieux. Pourquoi l'islam est présent? Parce que l'islam, d'une certaine manière, va à l'encontre de la tendance générale de la société, et notamment les jeunes. Parce que dans les autres religions, plus on est jeune, moins on est croyant, moins on est pratiquant. Et chez les musulmans, c'est l'inverse. Plus on est jeune, plus on est croyant et plus on est pratiquant. Et plus par ailleurs, on choisit une version, entre guillemets, de l'islam, revendicative, voire dans certains cas autoritaire, voire c'est ces questions de laïcité. La laïcité, c'est quand même la régulation de l'espace public. Donc, je pense qu'il faut utiliser les mots et les concepts à dessein. Parler d'islam quand on parle d'islam, parler d'islamisme quand on parle d'islamisme, et parler de la place de la religion dans l'espace public et dans sa relation avec l'État, ça c'est la laïcité, il faut en parler quand c'est le sujet. Merci beaucoup tous les deux pour ces réponses très intéressantes. Maintenant, on va pouvoir passer aux questions du public. Donc, chez vous, pour poser une question, c'est très simple. Il vous suffit d'aller dans l'onglet participants et en bas, vous allez avoir une petite main bleue pour lever la main. Et à ce moment-là, Étienne ou Agathe vous enverront un message pour vous dire quand vous pourrez poser votre question. Donc, il vous suffira d'activer votre micro. Et en revanche, voilà, donc la vidéo de la conférence va être publiée sur YouTube. Donc, si vous ne voulez pas, voilà, donc si en posant une question, vous acceptez implicitement d'être publié sur YouTube. Voilà. On vous écoute. On est juste en train d'activer les micros. C'est une petite manipulation technique, mais les questions sont bien. Il y a bien des personnes qui veulent poser des questions. Je crois que Jean a une question et peut la poser. Ah, ok, pardon, j'avais pas bien compris. Oui, j'avais une question pour Monsieur Raleb. À un moment, vous avez parlé d'organisations qui canalisent les frustrations et prennent en charge le discours victimaire auquel on adhère facilement quand on est dans une situation de faiblesse. Je voulais que vous précisiez ce concept d'organisation et si vous aviez des exemples précis en fait, d'organisation. À quelle organisation vous pensiez quand vous disiez ça? Alors, j'ai pensé effectivement au CCIF. Je ne méconnais pas qu'il y a des problèmes dits de discrimination. Pas tant contre les musulmans, mais contre les Maghrébins, les Arabes, les Subsahariens. Encore que le mot arabe est aussi un cas spécial parce que certains, j'ai dit tout à l'heure, on s'aplatit devant eux et d'autres, on les méprise. Et c'est vrai qu'il y a ce type de situation dans notre pays. Je pense toujours à la fameuse marche. Vous êtes jeune, vous en avez entendu peut-être parler, d'une marche qui, du 15 octobre au 3 décembre 1983, avait comme seul mot d'ordre des mots d'ordre laïque et républicain, c'est-à-dire l'application de la devise de la République, liberté, égalité, fraternité, et avec des dénonciations comme halte à la discrimination, à l'embauche, au loisir, au logement, à la culture, et même halte à l'assassinat, puisque c'est venu suite à des crimes qui ont eu lieu, notamment à Vénissieux, ou à Vaux-en-Velin. Et alors, ça continue, ça s'est même aggravé, et une structure comme le CCIF a capitalisé en quelque sorte ce type à la fois de frustration et a laissé perdurer le discours victimaire. Et donc ça a fait en sorte que ce type de discours mobilise davantage qu'un autre qui consiste à dire prenez votre destinée en main en investissant dans les cursus diplômants, dans les études. C'est le meilleur investissement. C'est la meilleure façon de s'en sortir, quoi qu'il en coûte.
comme sacrifice financier, notamment pour les parents. Donc, c'est cela qui a fait en sorte que ce type, il n'y a pas que le CCIF, il y en a d'autres, il y a un discours similaire qui mobilise davantage qu'un autre discours qui pousse à la responsabilité. Et c'est pour ça que je reviens toujours à la République pour assumer aussi toute sa responsabilité. Je ne cesse de dire depuis un bon moment maintenant, il faut que l'allégorie de la République peinte par Honoré Daumier en 1848 soit une réalité. Pour ceux qui ne voient pas la toile, c'est une belle femme plantureuse qui nourrit et qui allaite deux nourrissons, et le troisième bébé, le troisième garçonnet est à ses pieds en train de lire un livre. Il faut que la République nourrisse et instruise l'ensemble de ses enfants, quels qu'ils soient, athées, croyants, musulmans ou pas. C'est ça, et c'est la promesse démocratique, et c'est aussi le pacte républicain. Peut-être que Hakim a une réponse à donner là-dessus aussi. Oh, je crois que j'ai répondu. Alors, bon, si vous n'avez pas décidé de reprendre la parole, j'ai une petite question pour vous, Monsieur El Karoui. Quand on a abordé la laïcité, vous avez répondu par la sécularisation. Et du coup, je me demandais quelle place vous laissez à la religion en tant que culture dans le concept de laïcité. La question vient voilà, d'une réalité chez les chrétiens ou chez les musulmans, très certainement chez les juifs aussi, où on se reconnaît d'une religion, on se sent avoir une appartenance identitaire et on a des revendications de ce point de vue-là, sans pour autant pratiquer ou même prier. Oui. Olivier Roy a écrit des choses très intéressantes sur ce sujet, sachant que la religion comme culture et pas comme croyance, quand c'est utilisé, pas par vous, hein, mais par des gens qui ont des opinions politiques, on va dire, situées à l'extrémité du spectre politique, ça donne soit ce qu'il appelle lui la sainte ignorance, c'est-à-dire la réinvention de la religion par des gens qui ne connaissent rien à la religion. Et qui se fabriquent des identités comme ça. Soit ça donne Salvini en Italie qui brandit la croix et qui se rend compte qu'il est en opposition frontale avec le pape, qui dit il y a une chose à faire, c'est accueillir les migrants parce que c'est l'enseignement du Christ. Et lui, il dit il y a une chose à faire au nom du Christ, enfin au nom de la religion et de la culture chrétienne, c'est de s'opposer aux migrants parce que les migrants viennent défaire notre civilisation. Donc au milieu entre tout ça, il y a effectivement, et Raleb en parlait à propos de la culture chrétienne et singulièrement catholique de la France, il y a une empreinte qui est posée par la religion, il y a une histoire, il y a une culture, il y a des façons de poser des problèmes, il y a une géographie, il y a une architecture, il y a un patrimoine, etc. Et évidemment que beaucoup de gens qui ne sont pas ou plus croyants vont se reconnaître dans cette histoire. Mais cette histoire, c'est une histoire religieuse, c'est aussi une histoire nationale. Moi, je vibre quand je vois Notre-Dame de Paris et je pleure quand elle est en flammes. Ma mère est protestante et mon père musulman. Et d'ailleurs, je peux vous dire que ceux qui avaient des problèmes avec les catholiques dans ma famille, ce n'est pas les musulmans. Parce qu'il y a une vieille histoire du protestantisme et du conflit entre les catholiques et les protestants. Et cette vieille histoire, elle est toujours vivante. Mais pour autant, sans avoir dans ma famille d'histoire catholique, je vibre comme les autres Français au patrimoine. Et par ailleurs, je lis les textes et je regarde et j'apprécie la richesse de notre patrimoine pictural. Donc, est-ce que c'est une histoire de laïcité? Je pense que la laïcité, elle est assez loin, parce que la laïcité, c'est quand même la question de la religion. Et puis, c'est aussi la question de la place du pouvoir par rapport à la religion. Avant la laïcité, il y avait le gallicanisme. Le gallicanisme, c'est quand l'État, et en l'occurrence le roi, a décidé de remettre à sa place le pape. Et ça, c'est une vieille histoire. Ce n'est pas du tout une histoire religieuse, c'est une histoire politique.
Et puis après, on a inventé le concept de gallicanisme, mais qui était déjà fondé sur l'idée qu'il faut rendre à César ce qui est à César, et à Dieu ce qui est à Dieu. Donc ça, c'est l'histoire de France. Et dans l'histoire de France, il y a cette spécificité gallicane. Je pense qu'on la voit toujours très bien aujourd'hui. C'est une raison pour laquelle nos voisins ont du mal à comprendre notre comportement vis-à-vis des religions et singulièrement vis-à-vis de l'islam. Bonjour messieurs, merci beaucoup pour votre venue. Ma question concernera le Coran et des choses que j'ai pu entendre ou lire ça et là. Voilà, je vous demande vos lumières sur le sujet. Est-ce qu'on peut interpréter le Coran? Donc, parfois on dit que oui, on peut, parfois on dit que c'est trahir l'islam que de l'interpréter. N'étant pas moi-même musulman, je voulais savoir ce qu'il en est. Et du coup, quelle est la position, du Coran et derrière de l'islam ou des islams, les rapports qu'on va avoir les musulmans et donc ceux qui ne sont pas musulmans, les mécréants, je ne sais pas comment on peut dire. Voilà, merci beaucoup. Ça, c'est pour Aleb, je pense. Pardon, je n'ai pas très bien compris, simplement pour des raisons purement techniques. J'ai entendu 2 ou 3 fois le mot Coran plus interprétation. Bon, pour ne pas vous obliger à répondre, à redire votre question, si la question générale porte sur le Coran, son interprétation, les musulmans, les non-musulmans par rapport à ce texte, ma réponse sera la suivante. Cher Pierre Possel, tiens, ça me dit quelque chose, ça, mais on en parlera plus tard parce que je connais Monsieur Possel. Le Coran, vous savez, Voltaire disait de ce texte que c'est un texte sans art, ni ordre, ni liaison. Et c'est aussi son droit de le considérer comme ça. C'est un texte. Certains pensent que c'est une fiction littéraire, d'autres disent que c'est la parole de Dieu consignée et faite livre. Déjà, cette phrase-là que je viens de dire, elle-même nécessite une bonne explication. Qu'est-ce que c'est qu'un Dieu qui parle et comment se fait-il que sa parole puisse être consignée par écrit? C'est un débat théologique. Est-ce que c'est la parole de Dieu qui lui est co-naturelle, qui lui est consubstantielle que nous avons là, ou est-ce que c'est cette parole-là qui a été inspirée? Donc on est dans une inspiration et non pas une dictée à un homme qui en fut le transmetteur, et c'est lui qui l'a reçu le premier, et c'est à son tour qu'il l'a restitué, mais avec sa psyché d'homme. C'est encore une fois un débat théologique. On ne va pas le mener aujourd'hui. Ce que je voudrais vous dire, c'est que c'est un texte qui fait partie du patrimoine de l'humanité. Certains récusent cette idée-là, mais elle en fait partie. C'est aussi un texte qui est interprétable. Le Coran seul ne dit rien. Vous savez, un certain Ali, qui se trouve être le gendre et le cousin du prophète, même le 4e calife, qui dit que le Coran est entre 2 couvertures. Il ne parle pas de lui-même, ce sont les hommes qui le font parler. Et c'est vrai. Et donc les hommes le font parler selon leur psyché, leur compréhension et leur entendement. Quand ils sont au 7e siècle, ils ne le comprennent pas quand ils sont au 21e siècle. Et quand ils sont au 21e siècle, ils ne le comprennent pas de la même façon s'ils sont en Indonésie, au Yémen, à Zanzibar, en France ou au Canada. Il y a aussi l'environnement, puisque la révélation de Dieu, allez, utilisons aussi une autre expression, s'articule dans l'histoire et se transmet à travers des cultures. Et forcément, c'est interprétable. Forcément, c'est quelqu'un qui comprend ce qui a été dit et qui le restitue à sa manière. Je finis sur 2 choses. Un philosophe musulman, vous devriez en principe le connaître, mais si vous ne le connaissez pas, je vous dis qui c'est Averroès, 1126-1198,
né à Cordoue, mort à Marrakech, et il disait: s'il devait y avoir une quelconque contradiction entre les données révélées et la démonstration philosophique, c'est à la révélation de céder le pas devant la philosophie, parce que la vérité ne contredit pas la vérité, mais l'accompagne et témoigne pour elle. C'est dans son traité décisif. Et c'est d'ailleurs ce corps de doctrine qu'on appelle l'avéroïsme qui fut aussi l'occasion des débats théologiques au collège de Sorbonne, au collège de Robert de Sorbonne, qui est devenu la Sorbonne. Et la seconde chose dont je voulais vous dire, je vous la donne par une phrase alambiquée, et qui est: il faut savoir relativiser le texte à son contexte et ne jamais l'utiliser comme un prétexte pour un nouveau contexte, sinon on prend en otage le texte. Et pour libérer le texte, il n'y a pas mieux que des liens hypertextes, c'est ainsi qu'on trouvera la valeur probante du texte. J'aurais pu aller encore un peu plus loin, mais c'est pour vous dire que le rapport au texte coranique doit être un rapport intelligent, et on doit utiliser la batterie de disciplines que sont la sémiotique, la médiologie, l'herméneutique, la linguistique, la grammaire, la philologie, la codicologie, la paléographie. Tout cela doit concourir au texte. Et moi qui ne suis pas envieux, mais je suis parfois jaloux, je suis jaloux de l'université allemande qui, elle, a un programme intitulé Corpus Coranicum, et nous n'avons pas l'équivalent dans l'université française. Et en plus, il y a un corpus second qui est celui des aphorismes du prophète, les hadiths, qui, eux, posent problème, et nous avons besoin de les étudier, de les déconstruire, etc. Donc, le lien avec le Coran, et en plus, je conseille rarement dans ma vie, et je me garde de le faire, mais si j'ai un conseil à vous donner, lisez l'œuvre d'Olivier Hahn, l'Alcoran, selon l'appellation qui prévalait jusqu'au 19e siècle, pour connaître son aventure depuis l'abbé de Cluny, Pierre le Vénérable, qui a demandé à Abélard à Robert de Chester, à Robert de Keaton de le traduire, et puis les différents traducteurs. Cette aventure heureuse du Coran en Europe est tout aussi importante à connaître pour l'honnête homme, selon la définition que nous en faisions, j'allais dire nous tous, au XVIIIe siècle, même si nous n'y avons pas vécu. Alors, on va prendre normalement une dernière question. Oui, bonjour messieurs, est-ce que vous m'entendez bien? Oui. Ok, donc bonjour à tous. Je m'appelle Emma Fred. On est plusieurs à vous écouter pour le même compte. Ma question concerne un sondage que l'IFOP a publié au début du mois de septembre et qui concerne donc en fait, qui a été fait en partenariat avec Charlie Hebdo et qui s'intitulait « Les Français sont-ils encore Charlie ?» Et dans ce sondage paraissait notamment la statistique que pour aujourd'hui, pour 40% des musulmans, les convictions religieuses doivent passer ou passent avant les valeurs de la République. Et ce sondage, ce chiffre, passe même à hauteur de 74% concernant les jeunes musulmans, ceux de moins de 25 ans. Ma question sera peut-être moins philosophique et plus pratique que celle qui me précédait. Et je voudrais en fait vous demander comment est-ce qu'on peut faire aujourd'hui dans un contexte où on considère que 3/4 finalement des gens qui ont notre âge, qui ont 20 ans, qui ont 22 ans, pensent que des règles religieuses doivent passer avant finalement les lois de la République. Comment est-ce qu'on peut faire? Est-ce qu'il n'est pas un peu trop tard pour changer des mentalités qui, je pense, sont déjà bien implantées quand je considère tout simplement la façon de penser de gens qui doivent avoir mon âge. Merci. Ça, c'est Hakim, parce qu'il connaît bien ces choses-là. Et il va vous les dire avec beaucoup de pertinence.
Monsieur El Karoui, votre micro. Voilà. Non, mais c'était coupé. Donc, alors, oui, effectivement, il y a cette enquête qui en fait, depuis qu'il y a ce type d'enquête, on a toujours à peu près les mêmes résultats. Deux choses d'abord. Une première chose sur la méthode. Moi, j'ai fait une grande enquête sur les musulmans en 2016. On avait posé la question sur la hiérarchie des normes, mais on avait posé, en fait, je crois, 28 ou 29 questions. Puis on avait fait une typologie de croyants à partir de ces 28 ou 29 questions. Méfiez-vous d'une seule question. Si vous demandez à des catholiques pratiquants qu'est-ce qui est le plus important pour eux, est-ce que c'est la loi de Dieu ou est-ce que c'est la loi des hommes, ils ne vont pas tous vous dire que c'est la loi des hommes. Et dans les manifestants de la Manif pour tous, il y avait beaucoup d'arguments qui n'étaient pas des arguments liés à la loi civile. Donc, il faut se méfier des questions univoques, un peu trop simples. Qu'est-ce que ça veut dire la loi de Dieu? Et puis là, on va dire la charia. Et puis, comme on croit que la charia, c'est couper la main des voleurs, on va se dire tous ces jeunes musulmans sont des terroristes en puissance. Non, c'est quand même beaucoup plus compliqué que ça. On peut avoir une loi intérieure qui est une loi spirituelle, avec l'idée que les enseignements de la loi avec un L majuscule nous dépassent, nous individus, mais nous aussi société. Et donc, ça peut vouloir dire ça. Pour autant, il est évident que chez une partie des jeunes musulmans, il y a une dimension identitaire de l'adhésion à la religion qui est essentielle. Et à mon avis, c'est ça essentiellement qui explique ce chiffre tellement élevé. En fait, comment ils comprennent la question? Est-ce que mon identité, qui est essentiellement une identité religieuse, puisque je ne me sens pas complètement français et je ne me sens plus, pour ceux qui sont d'origine étrangère, du pays d'origine de mes parents, comment est-ce que je vais faire pour placer mon identité, qui est en fait mon identité personnelle, pas mon identité religieuse, en dessous de l'identité nationale, de l'identité républicaine, de l'identité générale? Donc souvent, ce que ça veut dire, c'est moi, comme individu, ma loi, mon autonomie va être supérieure à la loi de la République. Ça ne veut pas dire que je vais sortir tout nu dans la rue, ce qui est interdit par la loi de la République, ni que je vais prendre les armes contre la France. Ça veut dire que dans mon système de valeurs, je vais mettre les valeurs qui me dépassent et qui sont des valeurs religieuses avant d'autres valeurs qui me dépassent, qui sont des valeurs de citoyenneté. Ça, c'est la deuxième raison pour, disons, atténuer un petit peu l'interprétation qu'on peut avoir du chiffre. Puis après, il y a une troisième lecture. Cette troisième lecture, elle correspond à ce que je vous disais tout à l'heure, c'est que le mélange identitaire entre l'islam et l'individu fait que pour un certain nombre, notamment de jeunes, puisque plus on est jeune, plus on se revendique d'une pratique importante et orthodoxe, donc plus on est jeune, plus on va considérer que disons, la loi religieuse est absolue. Et donc ça va se traduire par des obsessions dans la pratique et dans la vie quotidienne, où on va se demander toutes les 3 minutes si ce qu'on fait, est-ce que c'est conforme au Coran, au dit du prophète, à la vie du prophète, à la jurisprudence. Et dans ces cas-là, cette minorité-là, elle sera effectivement capable de croire qu'il n'y a rien au-dessus des lois religieuses et qu'il faut donc enfreindre, parce que c'est la suite de la question, il faut donc enfreindre les lois de la République si elles s'opposent aux lois de la religion. Ce n'est pas très grave de considérer que les lois religieuses sont supérieures aux lois de la République. Ce qui est grave, c'est de considérer que les lois religieuses sont supérieures aux lois de la République et que les lois de la République sont dangereuses pour les lois religieuses. Et donc, à ce titre, il faut être capable de les dépasser. Donc ça ne concerne pas 74% des jeunes musulmans, mais ça concerne probablement une vingtaine de pourcents. C'est beaucoup. Et c'est dans cette quinzaine ou vingtaine de pourcents que l'on va recruter des gens qui vont vouloir se séparer de la société parce qu'ils vont considérer que la société est dangereuse pour eux, parce qu'elle est impie, elle est corruptrice. Et c'est encore dans ce petit groupe-là que, dans un certain nombre de cas, vont se recruter les terroristes. Donc, c'est un entonnoir, il faut faire très attention. L'entonnoir, par définition, il est plus étroit en bas qu'en haut, mais c'est une pente qui est très glissante.
Et par ailleurs, pour moi, c'est la source de beaucoup d'inquiétudes de voir ces chiffres, même si, comme je vous le disais, il faut savoir les interpréter. Alors, Monsieur El Karoui, Monsieur Bencheikh, je suis confronté face à un problème. Il me reste 2 personnes qui sont très motivées pour poser leurs questions, mais on a déjà dépassé l'heure de fin de cette conférence. Est-ce que vous avez encore du temps pour y répondre ou pas? Je vous pose la question très simplement. Vous me répondez très simplement aussi. Moi, si je dois répondre, je dirais qu'il ne faut jamais frustrer un étudiant qui a envie de poser une question. Et donc, pour ma part, je répondrai volontiers. Et je reste là. Super. Monsieur El Karoui, est-ce que ça vous pose un quelconque problème? Non, mais mes enfants m'attendent, donc... Ah bah, sinon allez-y. Hein, sinon, Non, mais allez-y, s'il reste 2 questions. Très bien. Alors, ce sera tout d'abord Jacques Pécastin. Non, c'est bon. Oui, bonsoir. Merci beaucoup pour vos réponses aux questions précédentes. Et je souhaitais peut-être particulièrement m'adresser à Monsieur El Karoui et vous demander pourquoi avoir choisi cette appellation d'islam de France et ne pas avoir opté, par exemple, pour l'islam en France. Alors d'abord, l'appellation n'est pas de moi. Raleb, est-ce que ce n'est pas Jacques Berck qui parlait d'islam de France déjà? Non, je crois que c'est pour la MIF. C'est qu'elle pose la question, notre amie Jade. Ah oui. Mais si c'est pour la FIF, j'ai ma petite réponse. Bon, donc en tout cas, ce n'est pas moi qui ai inventé l'idée, le concept d'islam de France. Mais après, pourquoi en parler? Pour la raison que j'indiquais. Il faut une organisation, un financement français. Et ça s'appelle l'islam de France comme ça s'appelle l'islam d'Égypte ou du Maroc. L'organisation et le financement, il doit être national. Et puis la deuxième chose, c'est que le travail que font des intellectuels comme Raleb, des clercs ou des théologiens ou des imams pour ancrer l'interprétation du texte religieux dans la modernité occidentale et française, c'est aussi ça l'islam de France. Et donc je pense qu'on a besoin de cette lecture critique. On a besoin aussi d'une organisation et d'un financement national. Et surtout, on a besoin que les deux se retrouvent. Parce qu'il faut permettre au travail intellectuel d'interprétation des textes de se répandre, de se diffuser. Et pour ça, on a besoin de moyens et on a besoin d'organisation. Donc l'islam de France, c'est vraiment un projet. Et c'est un projet religieux, c'est un projet musulman. Mais c'est pour moi d'abord un projet français. Parce que c'est comme ça qu'on va construire la concorde nationale et c'est comme ça que l'islam va devenir une religion française parmi les autres, sereinement et de façon apaisée. Bonsoir. Je voulais poser surtout cette question à M. Raleb Bencheikh, mais vous vous rejoignez tous les deux autour de ce désarroi et cette colère que l'on diabolise la langue arabe et on la politise pour ne pas l'enseigner dans l'école, ni d'ailleurs l'entendre dans le métro où on préfère diffuser des messages de sécurité en italien, espagnol, etc. Vous avez tous les deux côtoyé les politiciens. Comment explique-t-il ce refus? Et je pense que c'est un refus de la gauche à la droite. Et est-ce que ce n'est pas peut-être lié aussi au passé colonialiste du Maghreb, dans lequel la France a toujours du mal à reconnaître ses abus? Qui répond? Moi, j'ai ma petite... Alors, il ne faut surtout pas retenir un papa qui doit voir ses enfants et le temps est aussi à la famille. Oui, je le pense. La question de la décolonisation est aussi une des questions. Elle n'épuise pas le sujet, mais elle est fondamentale et je n'ai pas tout à fait compris la dernière sortie de notre Premier ministre sur l'affaire de la colonisation. Moi, je pars toujours de l'idée que la destinée de notre pays est d'être duale. Et ce ne sont pas deux France égales, en quelque sorte. Il y a la France éternelle qui vient du fond des âges, que nous aimons, et celle qui est généreuse, celle des droits de l'homme, celle de toute notre fierté.
et il y a aussi une partie de la France qui se drape derrière le visage hideux du colonialisme et du racisme. Et elle existe. Tout comme il y a eu à travers l'histoire la France cléricale et la France anticléricale, la France dreyfusarde et la France anti-dreyfusarde, la France de la collaboration et la France de la résistance, la France d'en haut, la France d'en bas, que sais-je encore. Et là, il se trouve que nous avons une partie de la France, y compris dans la technostructure de l'État, y compris même dans certaines classes, chez certains membres de la classe politique, qui n'arrivent pas à voir en face la question de la colonisation. Il ne s'agit pas de battre sa coupe tous les jours. Il ne s'agit pas non plus de dire, de crier tel un cabri, repentance, repentance, mais il s'agit simplement, et c'est la grandeur d'une nation, et c'est le génie d'un peuple, de reconnaître les parts d'ombre de son histoire. Et il se trouve que la question de la colonisation en fait partie. Et je cite deux exemples majeurs. On a commencé à parler de guerre d'Algérie d'une manière officielle qu'en 1997, soit 35 ans après le recouvrement d'indépendance de l'Algérie. Et avant, on parlait de pacification, d'événements, de troubles, que sais-je encore. Et aussi, on n'arrive pas non plus à reconnaître que cette affaire de haine entre Européens et musulmans, c'est comme ça qu'on parlait du temps de la colonisation, qu'il y a aussi des erreurs, voire des fautes de la République, la non-application, par exemple, de la loi de 1905 dans les départements d'outre-Méditerranée. Et ce sont les oulémas algériens qui tenaient à ce que la loi fût appliquée. Et quand Ben Badis est venu plaider auprès du Conseil d'État pour cette application, il fut débouté et il disait dans le Météore, ah ben maintenant, le Météore étant un organe central, une revue de l'association des oulémas, et maintenant il ne nous reste plus qu'à compter sur nous-mêmes et sur Dieu qui, avouez-le, dans un État laïque, se veut quand même un peu cocasse. Et l'affaire de la langue arabe fait partie aussi de ces incompréhensions. Et Hakim a tout à fait raison. Et je trouve que là-dessus, ses demandes, sa présentation des choses est d'une, si tant est qu'il me soit permis de parler comme ça, d'une grande intelligence. Parce que le fait d'extirper l'enseignement de la langue arabe des salafistes et le mettre à l'école, ça a pour intérêt de montrer l'aspect civilisationnel de cette langue, qui est une langue suggestive, lyrique, belle, poétique, et qui ouvre un horizon, et qui est bonne pour nos futurs concitoyens. Je suis amoureux de la langue arabe, et j'aurais voulu l'être pour l'allemand, l'italien ou le russe. Ce n'est pas encore le cas. La langue arabe, à côté du russe, du chinois, de l'anglais, de l'espagnol et du français, est une langue de diplomatie. C'est quelque chose qu'il faudrait expliquer avec pédagogie, mais je pense aussi avec détermination. Écoutez, si vous avez fini, Monsieur Bencheikh, je tiens à tous. Super. Monsieur Yelkaroui, est-ce que vous voulez rajouter quelque chose? Non, tout va bien. Merci beaucoup. Super. Merci à vous d'avoir participé à cette table ronde très intéressante. Merci également à tout le public d'être resté aussi nombreux avec ce petit décalage. Et donc, on se retrouve la fois prochaine pour une nouvelle conférence d'HEC Débat. Très belle soirée à tous et encore merci Monsieur Yelkaroui et Monsieur Bencheikh. Merci. Au revoir.